On dit souvent que la réussite révèle le vrai visage des hommes. On pense que l'argent change les gens. Mais la vérité est peu. Être plus effrayante, parfois, l'argent ne change pas l'homme. Il lui donne simplement le pouvoir d'être qui il a toujours voulu être. Ou pire, il lui donne le pouvoir d'oublier. L'oubli, c'est une maladie silencieuse. Pas celle qui efface les noms ou les dates. Non. Je parle de l'oubli du cœur. L'amnésie de la reconnaissance. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'Awa. C'est une histoire qui s'est passée au Sénégal, mais qui pourrait se passer à Abidjan, à Bamako, à Douala ou à Kinshasa. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante et d'une chute brutale. Mais avant de plonger dans ce récit, pose-toi cette question et sois honnête avec toi-même. Est-ce que la richesse doit effacer la mémoire du cœur? Est-ce que devenir un grand type signifie qu'on a le droit d'écraser ceux qui nous ont portés quand on était petit? Écris ta réponse dans les commentaires. Je veux lire ta pensée. Oui ou non, et pourquoi? Fais-le maintenant, pendant que la musique commence. Il était une fois, dans un quartier populaire, une femme que tout le monde respectait, mais que personne ne voyait vraiment. Elle s'appelait Awa. Awa n'avait pas d'or au cou. Elle n'avait pas de basin richement brodé pour les fêtes. Sa seule parure, c'était sa dignité. Et son seul maquillage, c'était la fatigue qu'elle cachait derrière un sourire. Son mari, appelons-le Modou, était parti. Il avait pris la route de l'exil, comme tant d'autres fils du pays. Il avait traversé la mer pour rejoindre l'Italie, le fameux Eldorado. Il était parti avec des promesses plein la bouche. Je vais réussir, Awa. Je vais construire un château pour toi. Je vais faire de nos enfants des princes. Les premiers mois, Modou appelait. Il envoyait un peu d'argent. Mais vous connaissez la chanson de l'exil? La distance est un poison lent. Petit à petit, les appels sont devenus rares. Les mandats se sont espacés. Et puis, le silence. 1 an passe. 2 ans. 5 ans. Dans le quartier, les mauvaises langues commençaient à siffler. Awa, ton mari t'a oublié. Awa, cherche-toi un autre homme. Celui-là a refait sa vie là-bas. Mais Awa ne répondait jamais. Elle avait une force que les bavards ne pouvaient pas comprendre. Chaque matin, alors que le quartier dormait encore, à 4 heures, Awa était debout. Imaginez la scène. L'odeur du charbon de bois, l'odeur piquante du café tout bas. Elle préparait des centaines de petits pains. Elle chargeait un lourd plateau sur sa tête, et elle marchait. Elle vendait aux ouvriers, aux chauffeurs de taxi, aux étudiants. Ses pieds étaient abîmés, son dos la faisait souffrir, mais elle tenait bon. Pourquoi? Pour ses enfants. C'est cet argent, gagné pièce par pièce, qui payait l'école. C'est cet argent qui payait les ordonnances, quand le petit avait la fièvre. C'est Awa, qui était le père et la mère. C'est elle qui portait le toit de la maison sur ses frêles épaules, pour qu'il ne s'effondre pas. Dis-moi en commentaire, combien de femmes comme Awa existent autour de nous? Ces héroïnes de l'ombre, qui portent l'économie de nos familles, sans jamais recevoir de médaille? Tag une femme courage, si tu en connais une. Les années ont passé. Les cheveux d'Awa ont commencé à grisonner. L'un de ses fils, grâce au sacrifice de sa mère, avait grandi et avait même pu rejoindre son père en Italie pour étudier. Et puis, un jour, le miracle. Ou du moins, ce qui ressemblait à un miracle. Modou est revenu. Mais il n'est pas revenu comme il était parti. Il est revenu riche, très riche. Le genre de richesse qui fait taire les mauvaises langues et qui attire les faux amis comme des mouches sur du miel. Il a acheté un terrain non loin de leur ancienne masure, et il a commencé à construire. Pas une maison, un palais, des colonnes en marbre, des vitres teintées, des étages qui montaient vers le ciel, comme pour défier Dieu. Le quartier était en ébullition.
Hawa a gagné, disaient les voisins. Sa patience a payé. Regardez comment son mari la récompense. Hawa, elle, regardait cette maison grandir avec des larmes aux yeux. Elle se disait « Enfin, enfin je vais pouvoir me reposer. Enfin il a reconnu mes sacrifices. » Elle ne demandait pas le luxe. Elle demandait juste la reconnaissance. Elle voulait juste s'asseoir à côté de son mari et dire « On a réussi ». Mais le jour de l'inauguration de la maison, le vent a tourné. Quand Hawa a franchi le grand portail en fer forgé, elle a senti un froid glacial lui parcourir le dos. L'instinct d'une femme ne trompe jamais. Elle est entrée dans le grand salon. Et là, assise sur le canapé en cuir importé, elle n'était pas seule. Il y avait une autre femme, plus jeune, la peau claire, dépigmentée peu, être, des bijoux lourds, un parfum fort qui prenait toute la place dans la pièce. Elle ne s'est pas levée pour saluer Hawa. Elle a juste souri, un sourire froid, tranchant comme une lame de rasoir. C'était la Nyarel, la deuxième épouse, celle que Modou avait épousée en secret, ou peut, être ramenée avec lui. Hawa a senti son cœur se briser en 1000 morceaux. Mais Hawa est une femme de valeur. Elle est musulmane, elle est africaine. Elle sait que la polygamie existe. Elle a ravalé ses larmes. Elle s'est dit « C'est la volonté de Dieu. Si elle me respecte, nous vivrons en paix. Il y a assez de place dans cette grande maison. » Quelle erreur! La richesse avait changé les règles, mais elle n'avait pas apporté la sagesse. La deuxième femme n'était pas venue pour partager. Elle était venue pour régner. Elle voyait Hawa non pas comme une épouse, mais comme un obstacle. Un vieux meuble qu'il fallait jeter. Très vite, l'ambiance dans la maison est devenue irrespirable. La deuxième femme a commencé son jeu d'actrice. Au début, c'était des petites plaintes. « Chérie, Hawa me regarde mal. Chérie, je ne me sens pas à l'aise quand elle est là. » Puis, c'est devenu plus grave. Elle a commencé à jouer sur la peur la plus profonde des hommes riches en Afrique, le mystique. Elle se réveillait la nuit en hurlant. « On m'attaque! On m'attaque dans mes rêves !» Elle disait avoir des douleurs au ventre. Elle trouvait des objets bizarres devant sa porte, des objets qu'elle avait probablement mis elle-même. Elle a dit à Modou, « Quelqu'un veut me tuer. Quelqu'un veut ta perte. C'est de la sorcellerie. Il faut aller voir un marabout. À ton avis, pourquoi l'homme croit-il toujours plus facilement le mensonge qui flatte son ego plutôt que la vérité qui est silencieuse? Faut-il toujours croire celui qui crie le plus fort? Dis-le-moi en commentaire. » Modou, aveuglé par son amour pour cette nouvelle femme et par sa peur de perdre sa richesse, a accepté. Ils sont allés voir un grand marabout, très cher, recommandé par la deuxième femme elle-même. La scène était prête d'avance. Le marabout a regardé les coris. Il a froncé les sourcils. Il a parlé d'une voix grave. « Le mal est dans ta maison, Modou. Le mal vient d'une femme ancienne. Une femme jalouse de ta réussite. Si tu ne la chasses pas, tu perdras tout et tu mourras. » Il n'a pas dit de non. Mais tout le monde savait qui était visé. Hawa. Modou est rentré chez lui, le visage fermé, le cœur durci. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a oublié les 20 années de mariage. Il a oublié les petits déjeuners vendus à 4 heures du matin. Il a oublié que c'était le sang d'Hawa qui coulait dans les veines de ses enfants. Ce soir-là, il n'y a pas eu de tribunal. Juste une exécution. Il a appelé Hawa. Il lui a dit « Prends tes affaires. Je ne veux plus te voir ici. Tu es une sorcière. » Imaginez le choc. Être accusé de vouloir du mal à l'homme pour qui vous avez sacrifié votre jeunesse? Hawa n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. La dignité, c'est tout ce qui lui restait. Elle a pris son petit sac. Elle a regardé Modou une dernière fois dans les yeux. Un regard qui disait « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Et elle est partie. Chassée de la maison qu'elle avait espérée, chassée de la vie qu'elle avait construite, divorcée, effacée. Est-ce que tu aurais agi ainsi à sa place?
Est-ce que tu serais parti en silence ou est-ce que tu aurais tout cassé? J'attends ton avis sincère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la justice divine prend son temps, mais elle n'oublie jamais personne. Après le départ d'Awa, la maison est devenue froide. La baraka, la bénédiction, était partie avec elle. La deuxième femme avait enfin le champ libre. Elle a isolé Modou. Elle a éloigné ses amis, sa famille. Elle a pris le contrôle de tout. Les comptes bancaires, les titres de propriété, les affaires. Elle lui faisait signer des papiers. C'est pour les impôts, chérie. C'est pour assurer notre avenir, chérie. Modou, lui, a commencé à décliner. Bizarrement, depuis qu'Awa n'était plus là pour veiller sur son alimentation et sa paix, il tombait vraiment malade. Le diabète, la tension, le stress. Il est devenu l'ombre de lui-même, errant dans sa grande maison vide. Et un jour, son cœur a lâché. Modou est mort. Lors des funérailles, la famille est venue. Les enfants d'Awa étaient là, pleurant leur père malgré tout. Ils pensaient hériter de la maison. Ils pensaient qu'au moins, le patrimoine resterait pour la famille. Mais 3 jours après l'enterrement, surprise, des hommes en costume sont arrivés. Des huissiers. Veuillez quitter les lieux. Quoi? C'est la maison de notre père? Non, répondit l'huissier froidement. Cette maison a été vendue il y a 6 mois, et l'argent a été viré sur un compte à l'étranger. Tout était légal. La deuxième femme avait tout vendu avant même la mort de Modou. Elle avait tout pris. Elle était partie, envolée vers une autre destination, avec l'argent, les bijoux et l'avenir des enfants.